Poids, c'est une histoire d'évaluation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des jeunes filles avec des IMC à 21, 22, juste avant le début de grossesse, mais vous pourriez leur dire, de toute manière, vous êtes tranquille, vous pouvez prendre un peu plus de poids que celles qui sont en obésité. Mais en fait, le fait de dire ça, ça va rajouter ça va faire qu'augmenter la problématique, parce que peut-être qu'à l'origine, la perception du corps est déjà altérée. Donc, de fait, la perception du corps est déjà altérée, il y a certainement déjà une modification des choix alimentaires qui sont réalisés en fait par cette perception du corps qui est déjà altérée. Et si on ne fait pas cette évaluation dans un premier temps, eh bien on va rentrer dans deux phases. Soit on va avoir des gens qui vont augmenter leur crise de boulimie, leur crise de compulsion alimentaire de manière permanente, et vous allez avoir un effet de réactance parce que le patient va prendre de plus en plus de poids. C'est certainement ces grossesses qui augmentent d'un seul coup. Et puis après, vous avez aussi ces patients-là qui, à côté, vous allez avoir des humeurs, des gens qui ont des hypersensibilités à l'humeur, qui vont avoir des troubles émotionnels et qui, à chaque fois qu'elles vont avoir des émotions, en plus de la restriction cognitive, vont avoir tendance à avoir des compulsions alimentaires et qui généreront ces prises de poids. Alors là, on rentre un peu dans le piège à poids chinois. Je ne sais pas si vous avez vu le petit film Mulan à l'époque de Walt Disney. Il y avait le petit dragon chou qui se baladait avec un piège à doigts chinois. C'est un cylindre dans lequel vous mettez les deux doigts. Et une fois que vous avez mis les deux doigts, pour essayer de sortir, la plupart du temps, vous essayez de les tirer pour pouvoir vous dégager de ce cylindre-là. C'est ce qui se passe en fait avec les patients, c'est-à-dire que d'un seul coup, elles ont tendance à prendre du poids, elles montent sur la balance, elles s'évaluent en fait dans le miroir, elles sont mal à l'aise. La première des choses qu'on se dit, alors déjà, elles focalisent toujours sur les points négatifs, et là, il y a tout un travail sur l'image corporelle à faire. Elles focalisent toujours sur les points négatifs au lieu de valoriser les points positifs. De ce regard sur les points négatifs, ça va générer en fait une modification du comportement alimentaire, ça va modifier tous les choix alimentaires. Comme j'ai l'impression de plus en plus de prendre de poids pendant mon premier trimestre où la fin, ça commence à devenir anxiogène dans la glace. Donc du coup, je vais commencer à me dire, je vais réduire mon alimentation pour pouvoir stabiliser tout ça. Le seul problème, c'est que vous rentrez rapidement dans ce système-là. Au plus je réduis mon alimentation, au plus j'augmente mes conditions alimentaires. Donc vous avez ce phénomène de piège à doigts chinois, c'est vous tirez, puis d'un seul coup, comme c'est une crémaillère, vous avez les deux doigts qui sont bloqués. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où le poids ne bouge plus, mais alors par contre, vous n'avez que des obsessions alimentaires et vous êtes en permanence dans la lutte contre la faim. Et ça devient très problématique. Parce qu'il y a cette confusion, au niveau des rythmes alimentaires, tout devient perturbé. On vient dans un système où je peux me dire que je fais une alimentation très équilibrée en fonction de chaque individu, comme je disais. Parce que sur le petit déjeuner que vous regardez, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a un produit céréalier, il y a des hormones, il y a un thé, on peut dire qu'il manque de fruits. De l'autre côté, pour elle, c'est quelque chose qui va permettre de limiter en fait cette prise de poids, parce que la prise de poids est une modification corporelle et j'ai des difficultés à faire face à ça. Ce qui va générer pas mal de choses. C'est que quand je suis dans un clivage de la tête et le corps, je suis dans une alimentation où j'intellectualise tout parce que j'ai cette peur de grossir d'une manière générale, parce qu'on me fait hyper focaliser de manière permanente sur le corps, monter sur la balance, modifier votre alimentation, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop sucré, il faut manger calmement parce qu'il y a ça à l'intérieur. Du coup, je modifie mon alimentation, je vais dans cette alimentation raisonnée, et surtout j'augmente le clivage entre la tête et le corps, qui fait que dans la matinée, je peux ressentir ou pas des sensations de faim, mais si je ne suis pas connecté à mon corps, forcément je n'ai pas de sensation de faim, j'ai un hyper investissement intellectuel, je vais beaucoup travailler, je vais rentrer dans le milieu occupationnel, je vais essayer de sortir, je vais essayer d'aller faire l'activité physique, tout ça pour me couper de la sensation de faim. Cette augmentation de ce clivage crée de la lutte, et il va se passer deux choses. Soit au repas de midi, je vais quand même résister et je vais maintenir un repas très diététique, comme elles le disent, mais ce n'est pas de la diététique pour moi, c'est plutôt de la cytologie où on cadre vraiment le truc très bas. Ou alors je vais avoir un phénomène de laisser aller, et là je vais vraiment avoir un comportement alimentaire où je vais aller très loin, parce que comme je me suis réduit tout au long de la journée et que j'ai lutté, à un certain moment, je laisse aller mon comportement alimentaire et je vais annexer. Ce qui fait que je reviens sur mon 17 heures. Si je réduis ici, si je lutte d'une manière permanente pour éviter de prendre trop de poids pendant ma grossesse. J'arrive à la fin de journée sur les coups de 17 heures avec, on va dire, une journée à 10 heures où j'étais quasiment en permanence en lutte contre la faim. Ce qui fait que d'un point de vue énergétique, j'arrive avec un déficit énergétique de 700 calories.
qui représente quasiment un repas complet. Et donc le 17h devient problématique, puisque je viens de finir ma journée si je travaille encore, ou si je suis à la maison, je suis face à moi-même, ou des enfants arrivent, ou je suis toute seule, et là je vais associer aussi bien de l'émotionnel, et en dessous, si je ne suis pas connecté au corps, j'ai une sensation de faim qui devient très problématique, et là je fais la confusion. D'un côté, vous avez des gens qui, du coup, sur l'aspect émotionnel, vont vouloir mettre de la diététique, et ça c'est problématique. Et à l'inverse, d'un côté, si c'est un problème de nutrition qu'on fait de la psychologie, ça ne marche pas non plus. Donc ça demande, dans un premier temps, pour tous les patients que vous voyez, en fait, que vous accompagnez, de faire une évaluation aussi presque de l'image corporelle, dans un premier temps, voir comment la personne va aborder ces transformations corporelles, parce qu'il faut qu'on nous aide à les traverser. Principalement, là, sur les études américaines, aujourd'hui, pour faire la prévention sur le trouble alimentaire, il faut de plus travailler sur l'accompagnement de ces changements corporels, et d'ailleurs, dès l'âge de la puberté, c'est très problématique en fait. Au lieu de focaliser sur l'alimentation, d'aller voir son pédiatre en disant oui, mon enfant prend trop de poids, il faut vite modifier son alimentation. Déjà, premièrement, avant la période pré-pubertaire, on a déjà une prise de poids qui est normale, on est en hyperplasie au lieu d'avoir une croissance à côté et on commence à mettre de l'alimentation alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir de l'alimentation à ce moment-là. Donc cette confusion est problématique, il faut savoir l'image corporelle, comment c'est perçu, et deux, comment la personne se rythme tout au long de la journée. Est-ce qu'elle est à l'écoute de ses propres perceptions? Parce que lorsqu'on est en consultation, la plupart du temps, on a eu un discours qui était culpabilisant, qui ramenait plutôt les gens qui ne faisaient pas correctement l'alimentation, on mettait encore plus de contrôle. Le fait est que les gens manipulent ce qu'ils sont en train de vous dire. Non, j'ai pas fait. D'ailleurs, vous pouvez demander à la plupart des gens le matin, non, j'ai pas fait. Mais ne pas avoir fait, ça ne veut pas dire que je suis connecté à mon corps. Et lorsque vous faites l'évaluation, vous vous rendez compte que la plupart du temps, vous avez des gens qui souffrent de la faim, mais comme on est dans le travail, on s'occupe beaucoup du travail plutôt que d'occuper sa perception corporelle. La problématique, c'est que ça modifie d'une manière permanente nos choix alimentaires. Une question très simple que vous avez à poser. Posez la question, est-ce que le matin vous êtes dans du tenir ou est-ce que vous êtes dans du bien-être? Et ça, c'est déjà un indicateur relativement intéressant. Vous posez la question le matin, comment vous vous sentez quand vous déjeunez. Si vous avez du ça va, si je tiens le matin, vous pouvez me dire qu'il y a de la lutte derrière. Vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tenir? La plupart du temps, vous dites, en fait, j'ai un peu faim, mais ça va, j'arrive. Par contre, si vous faites une évaluation dans le repas, vous voyez que la personne a toujours tendance à aller au-delà de son rassasiement réel, qui va être générateur de culpabilité. Donc il est intéressant de travailler avec le patient et de voir ce que ça veut dire bien-être pour lui et quel impact ça a sur ce moment-là et quel impact ça peut avoir dans la matinée et organiser plus une prise alimentaire en correspondance avec ses sensations de faim. L'effet inverse, c'est que augmenter les prises alimentaires, ça fait peur aussi au patient parce qu'il se dit si je rajoute une collation, je vais prendre encore plus de poids. Le truc à travailler, c'est diminuer le clivage entre la tête et le corps et lorsqu'on arrive à du bien-être, tout se passe très très bien. Et on a cette dichotomie. Vous avez le patient qui passe, s'il est en restriction alimentaire, il va passer la frustration jusqu'à un moment où, à force d'être frustré, on va avoir un excès alimentaire, on va culpabiliser, et là on peut avoir chez certaines personnes associées à des gros événements particuliers, la grossesse c'est quand même une période de vie qui n'est pas facile, il y a des mouvements hormonaux, on a des états d'humeur qui sont importants, on a la fatigue, des gens fumaient avant et donc réguler leurs émotions à travers le tabac. Donc là, on ne fume plus pour être dans la bonne santé. Donc du coup, ça devient très problématique. Il faut réguler ses émotions de la bonne manière. Et on peut avoir des crises alimentaires qui conduisent à, d'une manière générale, à modifier son alimentation. Si j'ai trop mangé, dès le lendemain, je me dis que je vais me réguler, je vais compenser, comme on le dit, je vais être plutôt dans la frustration. Cette frustration va générer des luttes de manière permanente contre les sensations de faim, je m'interdis avec des obsessions alimentaires qui, lorsque je vais me retrouver face à la disponibilité alimentaire, si je n'arrive plus à lutter, je vais craquer, je vais repasser la culpabilité et je bascule toujours dans cette dichotomie. Le travail, c'est de les amener beaucoup plus à être en accord avec leur prise alimentaire, à être en accord avec leur corps, à écouter leur propre sensation corporelle avant de donner des injonctions sur les prises alimentaires. Ce que l'on observe spontanément, c'est que les gens rapidement reviennent vers l'écoute corporelle et du coup, le poids augmente, mais normalement, sans de manipulation de manière